Bonjour à tous, au revoir à tous. J'aimerais poser une question simple aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la significatogenèse? Évidemment non. Il s'agit d'un concept développé par Mario Améou, qui est un philosophe béninois né au Bénin, éduqué à New York, qui a failli mourir en Suisse et qui a fini au Bénin. Il a inventé ce concept dans le cadre des recherches de notre groupe de recherche artistique, etc., qui s'appelle Miracle. Le but des miracles, c'est de trouver des manières de ritualiser la spontanéité. Alors la question que je vais poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que la ritualisation de la spontanéité? L'idée, c'est que le concept de base que j'ai expliqué la semaine dernière, c'était la significatogenèse. Alors la significatogenèse, je ne vais pas vous l'expliquer en entier parce que ça prendrait un petit peu longtemps, donc je vais vous simplifier un petit peu l'histoire. La significatogenèse est une méthode inventée par Mario Améou pour construire de la signification à partir de n'importe quoi. Donc on va prendre n'importe quoi, on va les mettre ensemble, et par l'action de cette méthode de significatogenèse, on va produire du sens. Alors après, on est une équipe de recherche, on a certains qui sont en anthropologie, en philosophie, en sciences physiques, en sciences cognitives, en informatique. On a un petit peu mélangé toutes les branches pour voir qu'est-ce que cette théorie de significatogenèse pouvait donner et comment est-ce qu'on pouvait la rationaliser. Parce qu'il s'agit bien de rationalisation. Si on reprend le concept freudien de rationalisation, est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Ah oui? D'accord. Alors, donc, c'est une histoire qui se construit un petit peu en 3 points. On aurait d'abord Freud, ensuite Jung, et ensuite les sciences cognitives. Freud dit que quand l'esprit humain est confronté à quelque chose qu'il est incapable de comprendre, il rationalise. C'est-à-dire qu'on a devant nous un ensemble d'éléments agencés d'une certaine manière qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors, à ce moment-là, l'esprit compense, l'esprit fait des efforts, l'esprit projette le rationnel sur... l'esprit projette le rationnel sur le réel. Et le rationnel, qui n'existe pas, trouve une manière d'existence dans la perception et dans la conscience. Le deuxième, Jung, lui, a poussé ce concept de rationalité de côté pour pouvoir inventer le concept de synchronicité. La synchronicité, c'est comment est-ce qu'on rend compte d'une coïncidence. Il y aura un agencement, encore, je suis désolé, je parle d'agencement, c'est pas anodin, mais je continue. Il y aura un agencement d'événements, un événement X, un événement Y. On va les percevoir comme une totalité. C'est une coïncidence. La Lune se lève en même temps que moi. C'est parce qu'elle se lève pour moi. Voilà. Ça, ce serait plutôt du côté de la synchronicité. Comment est-ce qu'on rend compte des coïncidences? Les sciences cognitives nous ont permis d'aller un petit peu encore plus loin dans ce sens-là et de décomposer cette manière de faire du sens en analysant précisément le cas de la schizophrénie. Alors, dans les stades de construction des cas extrêmes de schizophrénie, on a un stade qui s'appelle l'apophénie. L'apophénie, c'est le moment où le schizophrène est absolument incapable de distinguer le réel de l'irréel. On prend comme exemple, généralement pour rendre ça un petit peu intuitif, le fait de regarder la Lune et de voir des formes, ou bien les nuages, ça marche aussi, de projeter des formes dans des agencements de molécules existants. Alors, par rapport à tout ça, la significatogenèse, c'est quoi? C'est une espèce de méthode, dans la tradition un petit peu de Paul Feyerabend, pour créer du sens de manière anarchique. Alors, on va essayer de favoriser l'erreur, l'accident. On va essayer de faire arriver des musiciens, par exemple, Tristan. Et on va essayer de faire se coïncider des choses qui n'auraient pas lieu d'être, en fait, et des contenus d'information qui n'auraient pas dû se mélanger. Et en créant des accidents et des erreurs, on se déresponsabilise complètement de l'œuvre d'art, puisqu'on quand même on est un petit peu engagé dans ces histoires d'œuvre d'art, et on se déresponsabilise de ça pour vous la donner à vous et vous dire que finalement c'est plutôt vous en fait qui trouverez un sens. Donc ça,
c'est rendu possible par le libre agencement de contenu informationnel. Le libre agencement de contenu informationnel, c'est une autre manière de dire, vous voyez, je parlais d'agencement. Du coup, qu'est-ce que l'art? Qu'est-ce que c'est que l'art? Est-ce que quelqu'un a une idée? Bon, personne ne sait, je comprends. Je vais vous le dire. Bon. L'art, c'est le libre agencement de contenu informationnel. En fait, on va pratiquer un réductionnisme caustique, ouais, un truc comme ça. On va réduire jusqu'à un élément le plus petit possible, le plus insécable possible. Qu'est-ce que c'est que l'art? Et du coup, on va dire que l'art, par exemple, dans une peinture, c'est un agencement de pigments. C'est des pigments qui sont répartis sur un canevas. On peut dire que la musique, c'est un agencement d'ondes. Des ondes produites par des instruments acoustiques, par des cordes vocales, par le bruit des haut-parleurs, toutes ces choses-là. Donc, si on commence à mélanger de l'image avec du son, avec de la peinture, eh bien, on arrive à des formes qui sont absolument inconservables. Et le problème de la conservation est très important de nos jours, car je vous ferai dire que le Centre Pompidou met dans ses réserves chaque année 1000 œuvres en plus. Ils ont besoin chaque année de 1000 mètres carrés supplémentaires dans leur cave. Les conservateurs du Centre Pompidou sont consternés. Effectivement, les 10 dernières années ont démontré que les œuvres d'art sont de plus en plus grosses. Comme quoi, on peut dire que la conjoncture va vers une expansion de la taille de l'œuvre d'art. Comme si l'œuvre d'art posait un petit peu un problème en fait, en termes de qu'est-ce que c'est que la valeur. La valeur. Maintenant, pour parler de valeur et d'œuvre d'art, il faut essayer d'un petit peu rationaliser que d'un côté, on a des choses qui sont des agencements de pigments. Je vois que madame proteste. Je vais dans votre sens. Oui. Bon, je vois que je ne vous ai pas complètement convaincu, alors je vais un petit peu faire un effort. Là, alors, la peinture, ce serait un agencement de pigments avec une forme de spécialisation. Il faudrait une précision particulière dans les gestes. Il faudrait même peut-être réfléchir à ce qu'on fait avant. Bon. Maintenant, si on reprend notre exemple de la conservation des musées et la confrontation d'un côté de la valeur esthétique et de l'autre côté de la valeur économique. On peut dire, avec des gens comme Frédéric Lordon, que la valeur esthétique d'une œuvre d'art, est le meilleur outil pour démontrer que la valeur économique est un mythe inexistant. Les sciences économiques essayent de persuader les clients des banques, c'est-à-dire nous en fait, les gens qui sont à la bout de la chaîne, nous qui payons la TVA, etc., essaient de nous persuader que les valeurs économiques sont fondées sur des valeurs idéales ou quelque chose d'un petit peu... En gros, les économiciens essaient de nous faire croire qu'ils sont dans la science dure, alors que, avec les exemples de l'œuvre d'art, on peut se rendre compte que, en fait, les valeurs esthétiques étant fluctuantes, tout ce qui peut les fixer, c'est le consensus commun. C'est quelque chose que Spinoza aurait appelé la capitalisation des affects, s'il avait rencontré Marx. Donc, vous pourriez demander maintenant quel est le rapport dans ce séminaire qu'on organise avec le professeur Yao non, vraiment, on pourrait se demander quel est le rapport entre, d'un côté, tout ce que je suis en train de vous raconter et tout ce qu'elle a pu raconter. Eh bien, je vais prendre un exemple simple. Ceci est un micro-cravate. Micro-cravate. C'est un petit micro qui marche avec une pile. Il me permet de marcher. Si je parle pas dedans, vous ne m'entendez plus. Donc ça marche comme un micro normal, mais je peux partir loin avec. La différence du micro-cravate, si vous me suivez, avec un micro normal, qui serait un petit peu quelque chose comme ça, c'est que le micro normal, il faudrait le brancher. Alors pour le brancher, je vais avoir besoin d'un câble. Un câble que je vais venir brancher dans une table de mixage. Alors, pour vous, je vais débrancher le premier micro et rebrancher le deuxième.
peut-être qu'il faut rajouter un peu de gain. Ceci est un micro dynamique. La différence entre un micro dynamique et un micro statique, c'est que il faut... je sais pas. En gros, j'essaie de vous démontrer là que malgré tout, il y a un rapport entre ce que faisait Xingmei et ce que je fais. Pardon, le professeur Yao. Et ça se joue sur le plan en fait de la critique des conditions de possibilité de l'œuvre d'art. Si je vous dis qu'un micro est différent d'un autre, c'est qu'il permet différentes choses. Là, ce micro-là, il me permet de vous faire perdre votre temps. À l'inverse de l'autre, où je perdais simplement votre attention en m'éloignant comme ça. Donc maintenant, je vais garder ce micro-là parce qu'il est plus rigolo. Bon. Je voulais quand même vous expliquer quelque chose à la base, et c'était... Je dois regarder l'heure en fait. Pour voir si... Ah. Alors, les conditions de possibilité de l'œuvre d'art. Vous soulevez une question très intéressante. Ceci est un couple de micros statiques qu'on a placé ici en connexion avec la caméra qui est là-bas, de manière à pouvoir fabriquer une trace de cet événement. Parce que vous êtes un nombre relativement réduit de personnes à pouvoir voir ça, mais nous, peut-être qu'on aimerait bien que d'autres gens puissent le voir. Du coup, c'est pour ça qu'on installe des dispositifs de captation, de conservation. Voilà. Et ce qui fait que, en fait, on participe complètement à cette logique de croissance de la taille des œuvres d'art, puisque cette caméra est quand même assez bonne, et donc elle fait des fichiers assez gros. Donc on sera plus sur un espace physique grand, mais plutôt sur un espace digital assez épais. Donc, si je reprends mon histoire de significatogenèse, je voulais vous expliquer ce que c'était que la ritualisation de la spontanéité. Si je dis que je fais un triangle, on a vu tout à l'heure que le triangle était une forme hiérarchique. J'assume complètement cet aspect hiérarchique, même si notre tentative collective est plutôt du côté de la non-hiérarchie. Bon. On va dire que d'un côté, sur un angle, l'angle le plus élevé, on va mettre la significatogenèse. Donc, la méthode qui nous permet de créer du sens ou de faire créer du sens à partir de n'importe quel agencement. De l'autre côté, on va mettre ici la sémiophilie et ici, qu'est-ce qu'on pourra mettre? Ben, évidemment, la ritualisation de la spontanéité. Pourquoi? Parce que d'un côté, on va avoir une application de la significatogenèse à travers l'anarchisme méthodologique de Paul Feyerabend, qui conseille de faire des recherches scientifiques le moins méthodologiques possible afin d'arriver à une plus grande multitude de résultats et une variété plus grande, en fait, surtout de résultats possibles. De l'autre côté, la significatogenèse, on va l'appliquer vers l'action à travers une espèce de critique de l'anarchisme. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qu'on essaye de travailler avec le professeur Yao dans notre séminaire, c'est l'histoire de la pensée politique dans le monde. Voilà. L'anarchisme, on peut voir qu'il est du côté droit. C'est drôle. Si je divise le tableau par une ligne verticale, je vais pouvoir ici amener un autre raisonnement, complètement autre. Alors, je vais essayer de vous démontrer que Proudhon avait raison. Alors, Proudhon, qu'est-ce qu'il nous dit, Proudhon? Proudhon nous dit, on a un obélisque, place de la Concorde. Voilà. Il a fallu 50 grenadiers pour le soulever. Il leur a fallu quelques heures pour le soulever, seulement quelques heures. Ils ont tous été payés le même prix. L'argument de Proudhon est le suivant. Le travail collectif n'est jamais valorisé. Ces 50 grenadiers ont été payés, rétribués chacun individuellement. 50 salaires. On a décidé de la valeur de leur travail et on leur a donné. Est-ce que le salariat essaye de nous faire croire que 50 personnes payées un jour après l'autre, séparément, auraient fait le même travail?
Bien sûr que non. Mais, avec cet exemple simple, qui est encore en forme de triangle, on peut démontrer que le travail collectif est volé par le salariat. Et c'est exactement la même chose dans le monde de l'art, puisque, par exemple, quand on élabore une œuvre collective, imaginons un film. Imaginons un film, on aura toujours cette structure triangulaire, avec ici les prolétaires, ceux qui portent les affaires, ceux qui font la cuisine, puis après on va monter, on aura peut-être les figurants, les techniciens, on va monter tout doucement comme ça, de plus en plus, pour arriver à des tâches un peu plus nobles. Et là on arrive à notre moulin à vent. Voilà. Qui nous permet quand même de nous dire que, en fait, je vous laisserai trouver. Ce qui est important, c'est que on a un triangle qui est au-dessus, où on aura ici quelqu'un qui va s'appeler réalisateur. On aura ici les acteurs de premier rôle, etc. Et tous les gens dont on va mettre le nom en gros, les producteurs, etc. Alors, l'idée, c'est de dire que, d'après Proudhon, le réalisateur, le directeur artistique, le producteur, vole l'harmonie générale, vole l'harmonie collective, en faisant croire, même à la limite, c'est pas leur faute, puisque eux, probablement, n'ont pas comme volonté de faire croire aux autres qu'ils sont vraiment responsables de cette harmonie collective. Mais, factuellement, la personne qu'on met à cet endroit-là, elle a pour fonction de voler l'harmonie collective. L'harmonie collective devrait générer une rétribution collective. Une rétribution collective qui est proportionnelle à la valeur du travail collectif. Mais le monde de l'art est absolument incapable d'évaluer cette donnée. Voilà.